Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je vais voir si vous êtes déjà près d'une vingtaine. On va attendre comme d'habitude jusqu'à 14h05, le temps que tout le monde arrive. Je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Comme à mon habitude, je vous ai transmis énormément de documentation dans l'onglet Files, Documents. C'est le petit trombone et que vous pouvez d'ores et déjà télécharger. Vous trouverez une mine d'informations sur tous les sujets qu'on va évoquer lors de ce webinaire, dont je rappelle le thème, les violences conjugales et leur impact sur le monde du travail ou dans la vie professionnelle du salarié et de toutes les personnes qui l'entourent et aussi recevoir sur son lieu de travail, à savoir principalement les ressources humaines, le médecin du travail, les services sociaux, les assistants sociaux, pardon, parfois les services sociaux, effectivement, quand il y a des situations, la justice ou que des enfants sont confrontés à ces problématiques qui sont révélées dans le monde professionnel, mais ça peut être aussi, bien évidemment, des simples collègues, quel que soit leur niveau hiérarchique, peu importe, voilà, des gens qui sont liés directement aux salariés concernés, au sein du service ou pas. Donc, c'est véritablement quasiment toutes les personnes susceptibles d'être en contact avec la personne potentiellement victime ou clairement victime de violences conjugales. Merci Marie-Pierre de vous être manifestée dans le chat. Il est 14h03, on attend encore 2 petites minutes et on va démarrer immédiatement. Présent. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Les docteurs Trincart et Barras de présenter avec moi ce webinaire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser vous présenter ou vous représenter. Parce que Judith Trincart, j'ai eu l'occasion d'animer avec toi déjà 2 à 3 webinaires, me semble-t-il, sur l'inceste, qui était très sensible et était très, très intéressant, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site internet du cabinet, soit sur notre tous les liens, soit pendant le webinaire, soit après. Et le docteur Marc, merci beaucoup pour sa présence, qui est médecin légiste et médecin du travail, qui a une double casquette et qui va nous offrir un regard de l'intérieur. Judith, si tu veux te représenter, en tout cas, pour ceux qui te connaissent et pour ceux qui ne te connaissent pas, et que parler un petit peu de ton parcours. Je te remercie, Judith. Donc, moi, je suis médecin légiste, médecin addictologue et médecin de santé publique. Et je suis également sur le plan associatif et bénévole, membre du conseil d'administration de l'Amicale du Nid, une association qui participe à la réinsertion de personnes en situation de prostitution, et secrétaire général de l'association Mémoire traumatique et victimologie, présidée par la docteure Muriel Salmona. Merci beaucoup, Judith. Marianne, je te laisse te présenter. Je suis le docteur Marianne Barras, je suis médecin urgentiste de formation initiale, rapidement orientée vers la médecine légale, puisqu'aux urgences, on fait face à de nombreuses situations qui mériteraient d'avoir davantage de connaissances médico-judiciaires. J'ai travaillé assez longtemps avec le docteur Trincart dans le cadre de la médecine légale, et depuis 4 ans maintenant, je fais de la santé au travail. Donc, j'essaye de mettre mes compétences de médecin légiste au service des entreprises aussi. Merci beaucoup, Marianne et Judith. Donc, il est déjà 14h05. On est à 74 participants. Donc, on peut largement démarrer ce webinaire. Donc, sans transition, je vais vous faire passer un petit clip qui a été sorti par
la société Ikea, qu'on connaît tous, sur les violences conjugales, de perception des violences conjugales. Et c'est encore le cas, malheureusement, à la fois dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle, à savoir que les questions qu'on pose à une personne victime de violences conjugales sont pas parfois les bonnes et sont parfois même très mauvaises. Et souvent, ou d'abandon des démarches de la part de la personne victime de violences conjugales. Tout ça pour vous dire, ouvrir ce webinaire et dès la fin de ce clip, je donnerai la parole à Judith Trincart pour qu'elle nous explicite, forte de toutes ses expertises, expériences et casquettes, quels sont les signaux qui doivent être pris en compte dans l'espace travail pour identifier et dans un second temps aider une personne victime de violences conjugales. Where would you go? Where would you go? You've got no money. You've got no money. Well, he didn't control himself. He didn't control himself. Such a nice guy. Such a nice guy. Nice guy. Where would you go? Nice guy. Where would you go? What would people say? Money. There's always something. Money. Where would you go? Where would you go? People, do you want to break up? There's always something. Do you want to break up? There's always something. Money. Do you want to break up? There's Where always would you go? Where would you go? Voilà, alors c'est vrai que cette vidéo, elle est assez anxiogène, mais je la trouvais extrêmement intéressante, Judith, parce qu'elle démontre que souvent le premier obstacle à une première démarche, quelle qu'elle soit, sans même parler de la plainte, mais simplement du partage de la situation abusive qu'on vit, que ce soit un danger immédiat ou que ce soit un premier strate en termes de contexte d'emprise, eh bien le premier obstacle, c'est la réaction des personnes autour de soi, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle. Est-ce que tu partages, Judith, cette prévenance que beaucoup de victimes de violences conjugales peuvent avoir, à savoir que ce qui les met en retrait, c'est la peur du regard des autres et de ce que vont dire les autres. Et ce faisant, comment est-ce qu'on pourrait identifier et comment est-ce que notamment les collègues de travail ou les professionnels dans la sphère du travail pourraient bien dire les choses ou bien orienter la personne? Oui, alors je partage complètement la vision des choses, à savoir que il est déjà très très difficile pour les victimes de violences conjugales. Maintenant, on commence à bien connaître les phénomènes d'emprise, etc., qui sont la mise sous coupe de la personne agresseuse, etc., qui sont déjà extrêmement difficiles à surmonter pour les victimes de violences conjugales. On le sait, hein, il y a des personnes qui restent pendant 20 ans, pendant 30 ans sous l'emprise du conjoint avant de pouvoir oser dire quelque chose, oser faire quelque chose. C'est déjà extrêmement difficile. Et en plus, il y a aussi la barrière sociale du regard des autres. Et quand elles finissent par parler, l'entourage dit « Ah, mais on n'aurait jamais soupçonné que ça se passait, on ne pouvait pas penser qu'il y avait de telles choses. Elle nous a jamais rien dit, on n'a jamais rien soupçonné. » Extrêmement difficile de pouvoir surmonter ces obstacles-là, à tel point qu'il y a des conduites
de masquage extrêmement importants qui sont développés par la victime pour pouvoir ne rien montrer de ce qui se passe à l'intérieur du couple, de toutes ces violences conjugales. Et c'est pourquoi moi je trouvais extrêmement intéressante la démarche du docteur Gilles Ladimi, qui est médecin à Romainville dans le 93, avec lequel l'association Mémoire traumatique travaille beaucoup, et qui disait il faut poser systématiquement la question des violences conjugales aux femmes que l'on reçoit en consultation de médecine générale. Il disait que lui s'était rendu compte que 2 femmes sur 10 qu'il recevait en consultation générale consultation de médecine générale étaient victimes de violences conjugales. Et il dit le dépistage systématique des violences conjugales doit se faire en consultation de médecine générale, au même titre que le dépistage de l'hypertension artérielle, le dépistage du diabète, etc. Et quand on reçoit une femme en consultation de médecine générale, on doit systématiquement poser à cette femme la question, est-ce que vous avez été ou est-ce que vous êtes en situation de violence conjugale? Voilà. Il ne faut pas avoir peur de poser la question, même si cette femme ne présente pas de stigmates, même si elle ne présente pas de signes ou de comportements qui sont évocateurs, il faut systématiquement poser la question. Voilà. Et même si à ce moment-là de la consultation, cette femme ne souhaite pas en parler ou ne souhaite pas l'évoquer, en tout cas, c'est une perche qui est tendue où elle sait que c'est un praticien ou une praticienne avec lequel ou laquelle elle pourra évoquer sa situation ultérieurement, à un autre moment. Si elle souhaite pas en parler tout de suite, elle sait qu'il y a une porte ouverte avec cette personne pour pouvoir parler de la situation de violence dans laquelle elle est soumise. Dans la sphère professionnelle, Judith, sur le lieu du travail, soit comme je l'ai explicité, il y a un arc-en-ciel de personnes qui entourent un salarié. Il y a son N+1, son N+2, comme on dit dans le jargon du monde du travail. Il y a la RH, il y a l'assistante sociale, il y a le médecin du travail, etc. Est-ce que tu dirais que il faut aussi s'emparer de ces questions, sachant que l'entreprise n'a pas à s'emparer de ces problématiques d'ordre privé, et ça j'y reviendrai après ton exposé sur ce que dit la loi par rapport à la prise en charge de ces questions qui relèvent de la sphère privée. Mais est-ce que, par exemple, comme le diagnostic que tu viens de poser, en tout cas ce que tu viens de proposer et qui est explicité par le docteur Gilles Lazimi, est-ce que par exemple la RH à qui qu'un salarié vient voir en disant voilà, je suis pas concentrée, je me sens stressée, j'ai une irritabilité, l'ARH voit qu'il y a beaucoup d'absentéisme, beaucoup de maladies. Est-ce que tu dirais que ces professionnels-là doivent aussi poser cette question-là? Alors complètement, ça fait pas partie du panel de possibilités à évoquer. Alors comme tu viens de le dire, il y a des salariés qui vont se présenter avec un certain nombre de problématiques. Donc il faut savoir que effectivement la violence conjugale, qu'elle soit physique, verbale, psychologique, économique, sexuelle, toutes les façons dont elle va se manifester, va engendrer un certain nombre de conséquences chez la personne victime. Donc, ça va engendrer des dissociations, des états de stress post-traumatique aigus puis chroniques, des syndromes dépressifs. Ça va engendrer des conduites addictives pour essayer de sédater tous ces troubles d'ordre physique et psychologique, des conséquences organiques également, avec tout un tas de pathologies organiques qui vont être difficiles à traiter. Donc, toutes ces conduites addictives pour essayer de sédater le mal dans lequel on est. Donc, ça va entraîner potentiellement des conduites de dépendance alcoolique, des conduites de dépendance aux médicaments, à d'autres types de substances. Donc, ça va engendrer tout un tas de désordres physiques, psychologiques chez la personne qu'elle va plus ou moins pouvoir bien faire prendre en charge, souvent moins bien que plutôt bien, sachant que la vraie solution à la problématique n'est que la délivrance de l'emprise à la personne agresseuse et la résolution de la problématique de violence conjugale, ce qui, comme je l'ai dit, parfois ne peut se faire qu'au bout de plusieurs décennies, malheureusement. Et donc, tous ces troubles d'ordre psychosomatique
vont engendrer des répercussions sur la posture professionnelle de la personne, à savoir, comme tu l'as dit, de l'absentéisme, des retards, des arrêts de travail, des arrêts maladie sur des périodes plus ou moins longues, répercussions sur la qualité de travail de la personne, peut-être un détachement ou une amotivation par rapport à son travail, par rapport à la qualité du rendu du travail, etc. Et donc là, peut-être que les collègues vont commencer à se rendre compte de quelque chose, mais c'est toujours difficile pour les personnes d'être intrusifs. On a peur de se dire, si je lui dis quelque chose, comment est-ce qu'elle va le prendre? Est-ce que je suis en train de me mêler de quelque chose qui me regarde pas, etc. Et si ça en vient à toucher la RH, effectivement, parce qu'on remarque que la personne s'absente trop, qu'elle est trop souvent malade, etc. Ou au contraire, ça peut être un surinvestissement professionnel, hein, comme on le remarque chez les jeunes ou les enfants ou adolescents victimes de violences à la maison. L'école devient le seul refuge où ils se sentent à l'abri. Et ça peut être le cas pour le professionnel qui se réfugie dans son travail parce que ça devient tellement violent à la maison qu'il n'y a plus que le travail qui sert de protection, hein. Voilà. Donc, si ça remonte à la RH, etc., effectivement, ça fait partie des questions qui doivent être évoquées sans tabou, parce que c'est vrai que la violence conjugale, ça reste un sujet tabou. Et on doit l'évoquer en disant, est-ce que ça se passe bien chez vous? Comment ça se passe à la maison? Est-ce que avec votre conjoint, ça va? Voilà. Encore une fois, c'est une possibilité qu'on tend à la personne, une perche qu'on tend à la personne. Peut-être qu'elle ne voudra pas s'en saisir immédiatement, mais en tout cas, c'est une porte ouverte, quelque chose, une possibilité qu'on lui offre de pouvoir en parler et de pouvoir l'orienter vers les personnes adéquates pour faire la prise en charge de cette situation. D'accord, merci beaucoup Judith. Est-ce que tu dirais, puisque tu as parlé est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer comment fonctionne la dissociation traumatique chez une personne qui navigue entre une sphère privée conjugale au sein de laquelle elle est victime et elle vit des situations abusives, je le répète, de quelque ordre que ce soit, psychologique, économique, financière, sexuelle, physique et autres, au fait par effet compensation, de se surinvestir dans le monde professionnel. Je donne un très court exemple. Moi, je vois, j'ai la chance de pratiquer mon métier de manière, on va dire, généraliste. Je fais beaucoup de droit de la famille, beaucoup de préjudice corporel, beaucoup de droit du travail. Et souvent, ces trois matières s'imbriquent comme des poupées russes. Il m'arrive de voir beaucoup de femmes qui me disent je subis un burn-out, je suis très anxieuse au travail, je suis très stressée, etc. Et quand on gratte un peu, on voit que ça n'est pas seulement la faute de l'employeur, mais c'est aussi parfois dû à un climat d'ordre privé. Et ça, c'est très compliqué parce qu'effectivement, pour un salarié, c'est plus facile et plus neutre de mettre en cause la responsabilité de l'employeur que celui d'un conjoint ou que d'aller porter plainte. Qu'est-ce qu'on fait comment l'employeur, en tout cas les principaux acteurs, Judith, à savoir l'assistant social, le RH, le médecin du travail, peuvent un peu investiguer avec finesse, bien sûr, cette question-là du burn-out, de la sensation d'être victime, de la sensation d'être harcelé, qui parfois, le lien de causalité est très clair, c'est l'entreprise, c'est quelqu'un au sein de l'entreprise, ça pose pas de question, mais souvent, et encore une fois, je le constate à la lumière de ma pratique et sur des centaines de dossiers, on a inévitablement une sphère professionnelle où des abus se subissent aussi. Alors, il est clair que si on parle d'épuisement professionnel ou de burn-out, on peut constater que effectivement, si on a un étayage ou un soutien dans la sphère privée qui est présent, la gestion d'une situation d'épuisement professionnel se fera de façon plus facile que effectivement si dans la sphère privée on a également une situation conflictuelle ou d'existence de violence. C'est comme quand on parle de traumatisme vicariant, qui est le traumatisme par procuration, c'est-à-dire quand le professionnel
est au contact d'une situation de travail très difficile, ou il est en contact avec un public compliqué à gérer, difficile à prendre en charge. Donc, il y a apparition de ce qu'on appelle le traumatisme vicariant. Hein. À force d'être en contact avec des difficultés professionnelles, ça retentit sur la personne. Il est évident que si le professionnel, à la base, a été fragilisé antérieurement par des situations personnelles, d'expérimentation déjà antérieure de situations violentes, etc., etc., le trauma vicariant sera d'autant plus difficile à gérer que la personne a été fragilisée antérieurement par de propres expériences traumatisantes, violentes ou compliquées. Voilà. Donc, le traumatisme vicariant ne survient pas n'importe comment chez n'importe qui, et il y a des terreaux sur lesquels il va se développer plus facilement. Ça, c'est clair et net. D'accord. Ok. Donc concrètement, quelle serait la bonne posture, Judith, face à un collègue ou un professionnel qui accueille une supposée victime de violence conjugale, parce que là on part du scénario A d'une personne dont on pressent qu'elle est victime de violence conjugale. Quelle serait la bonne posture à tenir, sachant que la personne bénéficie, entre guillemets, des apports de la dissociation traumatique pour tenir sur son lieu de travail? Comment est-ce qu'on arrive à dépasser les prévenances d'une personne dont on pressent qu'elle vit une situation abusive? La première chose surtout à faire, c'est ne surtout pas la culpabiliser, ni rajouter au sentiment de honte qu'elle peut éprouver, parce que c'est comme chez toutes les victimes de toute forme de violence, bien souvent la victime ressent honte et culpabilité. Et donc c'est comme dans le petit clip que tu as passé au début de l'intervention, avec toutes ces questions qu'elle entend, pourquoi tu veux rompre, et comment tu vas faire avec l'argent, etc., etc. C'est toutes ces questions et ces réflexions que entendent les victimes, notamment les victimes de violences sexuelles, mais pourquoi tu n'as pas crié, pourquoi tu ne t'es pas débattu, pourquoi tu ne t'es pas enfui, etc. C'est souvent ce que les victimes entendent. Mais pourquoi tu ne t'enfuis pas de ta maison? Pourquoi tu ne demandes pas le divorce? Pourquoi tu ne portes pas plainte, etc. C'est toutes ces questions auxquelles les victimes de violences conjugales s'attendent à être confrontées. Pourquoi tu ne fais pas ci? Pourquoi tu ne fais pas ça? Donc surtout quand on subodore ou qu'on présuppose une situation de ce type, surtout ne pas avoir un abord culpabilisant ou accablant pour la personne. Essayer de rester le plus ouvert possible, en orientant dans le sens de faire des propositions positives ou constructives. Je dirais, les premières questions, elles doivent être les plus simples et les plus concrètes possibles, c'est-à-dire, on a remarqué ça ces derniers temps, que tu étais ou vous étiez plus fatigué que d'habitude, qu'il y avait un ressenti tel et tel. Est-ce que éventuellement vous seriez ou vous êtes confronté à des difficultés familiales ou au sein du foyer? Est-ce que ces difficultés seraient en rapport avec votre conjoint? Est-ce qu'il y a existence de violence? Il faut pas hésiter par contre à nommer les choses, parce que quand on tourne trop autour du pot, ça donne des possibilités d'échappatoire autres aux victimes. Et je me souviens, j'ai été extrêmement frappée quand j'ai commencé mes études de médecine, enfin quand j'ai commencé surtout les stages concrets de médecine, parce qu'une de mes premières patientes était justement une femme victime de violences conjugales. Et donc à l'examen clinique, j'ai fait son examen clinique complet, et elle avait des traces sur tout le corps, donc des ecchymoses, ce qu'on appelle vulgairement des bleus.
Et donc, elle avait des bleus sur tout le corps. Et quand je lui disais, mais vous êtes fait ça comment? Ah bah là, je me suis cognée dans le lampadaire. Ah bah là, j'ai heurté le radiateur. Voilà, elle avait des excuses comme ça pour toutes ces lésions. Et donc, moi, j'étais complètement novice en la matière et je suis allée voir mon interne, hein, l'étudiant qui était mon supérieur hiérarchique. Et je lui dis quand même, elle a pas de chance, cette dame, elle est particulièrement maladroite. Et il m'a répondu, mais t'es idiote ou quoi? Mais c'est une femme qui est victime de violences conjugales. Voilà. Et donc, les victimes de violences conjugales sont très expérimentées dans l'art de pouvoir, entre guillemets, noyer le poisson quand elles veulent qu'on ne dépiste pas leur situation. Et donc, il faut quand même rentrer dans le vif du sujet à un moment donné pour pouvoir travailler avec la personne. Et bien sûr, après, la balle est dans son camp, je dirais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a directement posé la problématique et fait comprendre qu'on était là pour l'aider et pour pouvoir prendre en charge la situation avec elle, bien sûr, c'est elle qui s'empare ou pas de la possibilité qui lui est offerte de. Ah, bon. Alors, on a perdu le docteur Trincart. Je vais passer tout de suite la parole, Marianne. Toi, en tant que médecin du travail, on va partir de l'expérience terrain. Comment tu appréhendes ces questions-là quand tu reçois un salarié? Est-ce que c'est une question que tu poses systématiquement? Ou alors, au contraire, tu es précautionneuse et tu fais jouer, en quelque sorte, ton instinct de médecin sur cette question-là, c'est-à-dire en disant si je le sens, je pose, si je le sens pas, je pose pas la question. Voilà. Pour résumer, est-ce que c'est devenu une sorte de systématisme ou au contraire, tu te fies plutôt une forme de libre appréciation, comme on dit en droit? Alors, c'est une question qui est extrêmement délicate à plusieurs égards. La première chose, c'est que quand on est formé en santé au travail, on n'est pas formé au repérage des violences conjugales. C'est pas quelque chose qui fait partie du cursus de formation. D'ailleurs, en médecine générale, à l'époque où moi je l'ai fait, ça ne l'était pas non plus. Il y a que en médecine légale que j'ai appris ça. La deuxième chose, c'est que les gens qui viennent nous voir ne sont pas toujours informés du fait qu'on est tenu au secret médical, notamment vis-à-vis de leur employeur, et que la teneur de nos échanges est strictement confidentielle. À moins que, bien sûr, eux souhaitent qu'on en révèle tout ou partie. Mais d'ailleurs, dans ce cas, c'est eux qui le font, c'est pas nous. Ceci dit, la question, moi, je me la pose quasi systématiquement. Après, la porte d'entrée pour pouvoir, sans effrayer la personne que j'ai en face de moi, sans se dire « mais c'est qui ce médecin du travail ?» Elle est complètement perchée. C'est pas si simple que ça. Alors, il y a des fois où c'est relativement évident parce qu'on va avoir des signaux d'alerte à côté. Et notamment quand on voit des personnes qui viennent nous consulter parce qu'ils sont en situation de souffrance au travail, ceux-là généralement sont bien informés qu'on est tenu au secret et que ils viennent pour une situation de souffrance, ça nous donne la possibilité plus aisément d'explorer la sphère privée. Pour une visite tout venant de la visite périodique archi-classique, etc., alors, je pose volontiers la question dans les antécédents médicaux de savoir si les gens ont été témoins ou victimes de violences. Ils s'en saisissent ou pas. Voilà. Et pour le moment, ça s'arrête un peu là. Je ne crois pas que mes confrères soient nombreux à poser ce type de questions. D'accord. Alors, je rappelle que je te pose précisément cette question-là, Marianne, parce que après ce fameux Grenelle sur les violences conjugales, l'article 226-14-13 du Code pénal, voilà que voici, est venu s'enrichir d'un nouvel alinéa très important que je me permets de vous lire sans vous faire un cours de droit, mais parce qu'il est très important et je souhaite le décrypter avec toi, Marianne. Donc, ce nouvel alinéa prévoit dorénavant que les dispositions relatives au secret médical ne s'appliquent pas aux médecins ou à tout autre professionnel de santé
ça veut dire aussi une infirmière sur le lieu de travail, qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple qui relève de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience, c'est pour ça que je te posais la question de ton intuition ou conscience, que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat. C'est très important le terme immédiat. Et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale, comme on l'a vu dans le petit clip, résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel, comme tu l'as très bien explicité, doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure. En cas d'impossibilité d'obtenir son accord pour ce fameux signalement, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République, donc sans son accord. Donc, ce qui est très important, c'est de préciser qu'aujourd'hui, c'est une sorte de liberté qui est laissée aux médecins du travail, notamment aux médecins du travail, de juger du contexte de la personne en conscience qu'il reçoit, de juger du danger immédiat ou du contexte d'emprise, et on lui dit, eh ben, vous pouvez faire ça, et ne vous inquiétez pas, vous ne risquez en rien ce délit, parce que c'est un délit, la violation du secret médical auquel il est tenu. Alors, dans le questionnaire qui a été, en tout cas dans le fascicule, qui a été édité par le ministère de la Justice et l'Ordre des médecins, on a 2 niveaux de questions. Et je vais t'interroger là-dessus, Marianne, tu vas me dire ce que tu en penses, sur à la fois cette notion de danger immédiat, et quand ce n'est pas une notion de danger immédiat, sur le contexte d'emprise. Et tu vas me dire, si toi, forte de ton expérience terrain, ce sont des questions que tu serais susceptible de poser à un salarié que tu reçois. Alors, il y a une question qui me semble assez évidente, c'est par exemple, en tout cas, forcément, moi étant avocate, c'est une question que je pose quand je reçois des gens, surtout en matière de droit de la famille, et qui viennent pour un divorce ou une séparation, c'est leur demander, est-ce que vous en avez informé votre conjoint? Et est-ce que c'est aussi une question que tu es susceptible de poser, Marianne, de dire, est-ce que vous êtes en cours de séparation, en cours de divorce? Et si oui, est-ce que votre conjoint est d'accord ou pas d'accord, ou est-ce qu'il n'est pas encore au courant? Alors oui, ça fait partie des questions qu'on pose assez systématiquement. La situation de famille et assez facilement aussi savoir s'il y a des difficultés en ce moment. Les gens sont d'ailleurs assez spontanés généralement sur oui, en ce moment c'est compliqué pour moi parce que je suis en train de me séparer. Non, là c'est pas le bon moment, on achète la maison. Enfin, donc spontanément, ils parlent volontiers de leur contexte intrafamilial, ou en tout cas quand tout va bien, ou que tout est plus ou moins sous contrôle. Aborder la question, je dirais en surface, c'est assez facile et je pense qu'on est vraiment nombreux à le faire. D'accord. Donc cette question-là, par exemple, est-ce que vous êtes en cours de séparation ou de divorce? Ce n'est pas intrusif côté médecin du travail. C'est une question que tu te sens à l'aise de poser. Alors, à titre personnel, très à l'aise. Je pense que c'est assez largement, la question est relativement largement posée puisqu'on s'intéresse quasi systématiquement à la situation de famille. Après, c'est difficile de répondre pour mes confrères. Bien sûr, mais bon, voilà. Est-ce que tu serais susceptible de poser aussi une question que moi je pose systématiquement, parce que moi j'interroge toujours quand les personnes viennent me voir pour des problématiques d'ordre familial, s'il y a des antécédents judiciaires, s'il y a déjà eu une antériorité en termes de violence. Est-ce que tu poserais les questions de manière aussi nette? Par exemple, est-ce que vous êtes sous le coup de menaces de mort, vous et vos enfants? Est-ce qu'il y a eu des altercations avec la police? Est-ce que votre conjoint, vous-même, avez des antécédents judiciaires? Est-ce que tu es susceptible de rentrer dans le dur comme ça? Alors, susceptible de rentrer dans le dur comme ça, oui, mais c'est clairement pas systématique. C'est seulement si à la question précédente, j'ai une accroche. Quelque chose, et là, tu parlais de l'intuition tout à l'heure, je l'utilise beaucoup, où je me dis, tiens, là, il se passe quelque chose. Alors, je vais creuser. Là, oui, je vais creuser. Et je vais poser la question, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a notion de violence, de difficulté? On parle de violence verbale, de violence physique. Vous en êtes où? Est-ce que
Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en place? Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Oui, plus soft. Judith le disait très bien tout à l'heure sur le plan du collègue, c'est vraiment y aller à petites touches, apprivoiser en fait, parce que la révélation est quelque chose de difficile, surtout quand les gens arrivent chez moi, ils sont pas venus voir une avocate pour des problématiques de droit de la famille, ils sont venus voir le médecin du travail pour avoir leur attestation signée comme quoi ils peuvent aller bosser sereinement. Donc c'est pas la même approche quand même, hein. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pour ça que, alors, on va pas dérouler toutes les questions, mais c'est pour ça que ça me semblait intéressant de dérouler quelques questions, et je vais t'en poser une ou deux sur l'emprise, simplement pour mettre en évidence, pas simplement le fait que ces fascicules sont souvent un petit peu cosmétiques, etc. Pas du tout, ils ont toutes leurs raisons d'être, mais souvent je constate, et c'est pareil aussi pour les guides ou les procédures qu'on peut trouver en interne sur les violences conjugales, il faut vraiment s'attacher, me semble-t-il, et tu confirmes mes dires, Marianne. C'est-à-dire, il faut s'attacher au terrain. Il ne faut pas dire poser ce type de questions alors qu'on sait pertinemment que déjà, on ne les posera pas. Il faut prendre 1000 précautions pour le faire et qu'avant de poser ce type de questions, il faut être passé par plusieurs autres niveaux de questions. Une dernière question sur le danger immédiat, ce qu'on appelle grave et imminent dans notre jargon d'avocat en matière de procédure pénale. Il y a, encore une fois, depuis le Grenelle des violences conjugales, il y a ce nouvel article sur l'incitation au suicide, sur ce qu'on appelle le suicide forcé. On en a malheureusement entendu parler au moment du suicide de la première femme de Bertrand Cantat. Je ne sais pas si vous vous souvenez bien de tout ça. Après le drame avec Marie Trintignant, où il a été condamné, trop faiblement pour certains, sans aucun doute. Bref, quand il est revenu dans la vie civile, il est revenu chez son épouse et avec ses enfants. Et cette femme avait laissé des messages laissant à penser que lui l'aurait poussé au suicide. Quand un salarié vient te voir dans un état de grande détresse et te parle de syndrome dépressif ou que plus rien n'a de sens, etc. Est-ce que tu serais là aussi susceptible de poser cette question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous pousse au suicide ou ce genre de choses? Parce que ça fait partie maintenant du corpus législatif de pousser quelqu'un au suicide. Ou là encore, c'est inenvisageable qu'un médecin pose ce type de questions. Alors, je ne pense pas que ce soit inenvisageable. Ça n'est probablement pas posé par ignorance. Ignorance du corpus juridique. Quand quelqu'un vient nous voir en état de détresse, la question des idées noires, savoir si les gens ont des idées noires, elle se doit d'être systématique. Là, il s'agit juste de faire bien notre boulot. S'il y a des idées noires, c'est quel type d'idées noires? Est-ce qu'il y a un scénario? Est-ce que vous avez déjà programmé le jour et l'heure? Donc, ça nous permet de juger de l'imminence du danger. Alors, après, encore une fois, je ne sais pas ce que font mes confrères, mais quand même, les médecins sont de nature assez curieuse, on aime bien investiguer. Moi, je m'intéresse aux causes. Et qu'est-ce qui vous ferait passer à l'acte? Oui, d'accord. Donc, tu fais des questions plutôt très, très, très ouvertes. Ouvertes, absolument. D'accord, très bien. Je vous mets dans le chat parce qu'on m'a posé la question. De toute façon, vous l'avez dans la documentation, le lien vers cet article 226-14-3 du Code pénal. Et pour terminer sur ce questionnaire, parce qu'il est important, et je pense que, et vous le trouverez aussi dans l'onglet les documents, parce que je pense aussi que d'autres professionnels, les assistants sociaux, les RH peuvent aussi se saisir de ces questions-là, parce que de un, ils ne sont pas tenus au secret médical, au secret professionnel, et que, en quelque sorte, sans vouloir trop empiéter sur la vie privée des gens, elles permettent éventuellement d'ouvrir l'échange. Donc, pour terminer là-dessus, quand il n'y a pas de danger immédiat, Marianne, est-ce que tu parlerais, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, puisque un avocat, c'est encore les pièces, rien que les pièces, les preuves, rien que les preuves, ou à minima un faisceau d'indices. Est-ce que tu poserais ce type de questions, par exemple, est-ce que vous vous sentez sous surveillance permanente
ou harceler moralement au moyen de mails, SMS, appels, messages vocaux, lettres, etc. Et ça, pourquoi je pose cette question? Parce que typiquement, s'il y a une manifestation auxquelles peuvent assister certains chefs de service, managers, N+1, N+2 ou collègues, c'est ces manifestations-là. Quelqu'un qui est tout le temps sur son téléphone, quelqu'un qui est dans un état d'hypervigilance, etc. Et cette question, elle me semble intéressante à poser. Est-ce que tu la poserais sur les moyens de communication, d'emprise via les moyens de communication? Eh bien, oui, Judith, ça fait partie des choses que je demande. Mais alors, peut-être pas de manière aussi frontale. C'est-à-dire que quand quelqu'un me décrit quelque chose qui me laisse à penser qu'il a l'impression d'être harcelé. Le harcèlement, c'est une qualification juridique. Moi, je ne peux pas l'utiliser. Donc, je leur demande, mais ce que vous me dites là, vous avez l'impression d'être harcelé? Je leur pose la question. Et quand ils me disent oui, mais je fais, ça prend quelle forme? Comment ça se passe? C'est des mails, c'est des SMS, c'est des comportements récurrents. Ça se passe où? Ça se passe quand? Ça se passe comment? Donc oui, oui, je pose la question. Tu poses la question. Ok, très bien. Et autre chose, là aussi, la question que je vais te poser, ce sera la dernière sur le système d'emprise parce qu'elle est extrêmement corrélée au monde du travail. Est-ce que tu te vois poser la question de la dépendance financière ou des documents administratifs? Votre salaire, il part sur quel compte? Quelle est la jouissance de votre revenu? Comment est-ce que c'est réparti? Est-ce que vous avez accès à vos documents? Alors, peut-être pas autant dans le détail que ça. Mais oui, la question économique, c'est une question finalement que, pour le coup, on est amené à se poser régulièrement parce que quand on a des personnes qui sont en situation de souffrance, bien souvent, il y a des arrêts de travail, ça complique les sources de revenus, ça peut être compliqué sur le plan économique. Et j'oriente volontiers aussi vers notre assistante sociale en interne au service quand j'ai des difficultés de ce côté-là. Je ne vais pas forcément poser la question « Êtes-vous victime de violences économiques ?» En revanche, si j'ai dépisté auparavant qu'il y avait déjà des violences conjugales, qu'elles soient verbales, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, alors à ce moment-là, je poserai la question « Et qu'en est-il sur le plan économique ? Est-ce que vous êtes libre d'utiliser l'argent que vous gagnez comme vous le souhaitez ou pas ? Oui, mais pas de but en blanc. » D'accord. Dernière question sur la levée du secret médical dans ce type de situation. On a une question dans le chat de Sfili et je vous remercie de la poser parce qu'elle est extrêmement importante. Si le salarié s'oppose au signalement, on voit bien que ce fameux article 226-14-3 du Code pénal autorise le médecin, en l'absence du consentement du salarié, à signaler auprès du procureur de la République ce contexte de violence conjugale qu'il a détecté. Est-ce que toi, Marianne, tu serais susceptible de faire une telle démarche en l'absence du consentement du salarié? Et je répondrai sur le plan légal juste après, Sfili, à votre question. Eh bien, pour que j'en vienne à me passer du consentement de la personne avec qui j'ai établi un lien de confiance, il faudrait vraiment que j'ai la plus intime conviction qu'elle va mourir en sortant de chez moi. Que le conjoint violent l'attend devant la porte pour la trucider. Ce sera et d'ailleurs, dans ce cas-là, je ferai le 17, quoi. Je ne vais pas me poser la question. Mais on tisse un lien de confiance. C'est long. Ça demande de la précaution, ça demande du tact, de la délicatesse. Je préfère 1000 fois orienter, inciter, accompagner les femmes pour qu'elles soient aussi elles-mêmes maîtresses de leur décision et de leur temporalité, parce que derrière, à agir contre leur volonté, on peut faire pire que mieux. Il suffit d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de jugement, et on détruit quelque chose. Donc, oui, si je suis complètement convaincue on parlait de l'immédiateté tout à l'heure, oui, évidemment. Ou alors, s'il y a vraiment une réelle question qui se pose sur une éventuelle vulnérabilité de la personne, savoir si elle est en état de prendre des décisions qui relèveraient d'elle. Et dans ce cas-là, je m'entoure de mes confrères. Ce ne sera pas une décision prise seule. Ce sera une décision prise à plusieurs, un collège de médecins. C'est ça. Et est-ce que vous avez des questions? Oui, non, tout à fait, tout à fait. Et effectivement, alors puisqu'on parle de la sphère professionnelle et puisqu'on parle de tous les acteurs
de la sphère professionnelle. Ray nous dit, les assistants sociaux ont aussi un secret professionnel, bien évidemment, sauf que vous, par profession, c'est votre métier, ça fait partie, je dirais, de votre fiche de poste, de prendre en charge ce type de situation. Évidemment, de manière confidentielle, évidemment, avec la plus grande discrétion et la plus grande réactivité, mais on va dire que c'est afférent au poste d'assistant social de prendre en charge ce type de problématique, que ce soit administratif, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau de l'orientation vers des avocats, vers tel commissariat, vers tel hôpital, vers une UMJ, ce genre de choses. En tout cas, vous êtes plutôt détenteur de ce type de connaissances et vous êtes par profession susceptible d'orienter. Ce qui n'est moins le cas, en tout cas me semble-t-il, c'est moins rentré dans les mœurs du côté du médecin du travail. Ça, c'était pour répondre à votre assertion, Ray, que je rejoins complètement. C'est la raison pour laquelle, et là j'en viens à une vision positive de l'appréhension du contexte de violence conjugale, c'est que tous les professionnels, que ce soit les avocats qui sont tenus au secret professionnel, tout comme les assistants sociaux, que ce soit les médecins, alors pas les RH, parce qu'ils sont tenus à un devoir de discrétion, mais ils n'ont pas d'obligation déontologique en ce sens. Est-ce que tu te verrais, par exemple, Marianne, partager une telle information au-delà du collège de médecins avec un assistant social, un avocat, qui sont donc tous couverts, soit par le secret médical, soit par le secret professionnel? Alors, avec notre assistant social de notre service, oui. Oui, ça ce serait possible. Avec un avocat, non. Non. Par contre, j'encouragerais vivement la personne que je suis à en parler à son avocat. Et avec un avocat, non, parce que c'est toujours compliqué pour un médecin du travail, la relation avec l'avocat. On est supposé garder une parfaite neutralité entre l'employeur, le salarié et les représentants du personnel. Et parfois, être la Suisse, c'est un peu compliqué. Donc, avec l'avocat, non. Non, pas directement. Bon. Après, peut-être que si l'avocat parvient à m'amadouer suffisamment pour que je discute un peu avec lui sur moi, ce que je peux faire de mon côté, pourquoi pas, mais en tout cas, je laisserai la main aux salariés. D'accord, ok. Mais donc, en tout cas, quand il y a… tu n'exclus pas le partage du secret professionnel et du secret médical dans un contexte de violence conjugale au sein de ton service à toi? Alors, au sein de mon service, non, on a la chance de bénéficier de possibilités de secret partagé, même si les assistants sociaux ne sont pas des professionnels de santé. Moi, je ne révèle pas de choses à caractère médical. Pour commencer. Et si j'en viens à discuter avec notre assistante sociale en disant que Madame X m'a fait part de difficultés intrafamiliales, je le fais avec l'autorisation de la personne. Est-ce que vous voulez bien que j'en discute avec notre assistante sociale? Est-ce que vous voulez bien prendre rendez-vous avec elle? Et encore une fois, je laisse le soin à la personne de raconter à l'assistante sociale. Bon, après, on débriefe parce qu'on n'a pas forcément tout à fait les mêmes informations qui nous remontent, parce que non plus, on n'a pas le même axe d'approche et parce que non plus, on ne suit pas les mêmes objectifs. Donc, tout l'intérêt, c'est justement la prise en charge pluridisciplinaire dans ces cas-là. D'accord, ok. Donc, alors, ce qui est très intéressant, et là, je vais apporter ma touche d'avocate, c'est qu'on n'a pas du tout la même appréhension. C'est-à-dire que nous, effectivement, on est là pour prendre en charge aussi peu que possible, parce que c'est des situations souvent dramatiques, des contextes d'urgence ou des contextes d'emprise. Et là, effectivement, on engage des procédures. Et dans ce cas-là, il faut que, pour que la vérité éclate, comme on dit aux assises, eh bien, il faut déposer plainte, il faut introduire des procédures. Souvent, il faut introduire des procédures et au correctionnel, c'est-à-dire et au pénal, et auprès du juge aux affaires familiales, parce que l'une ne protège pas de l'autre. Souvent, des gens me disent « Ah bah, j'ai engagé une procédure de divorce, donc j'ai pas besoin de porter plainte, que nenni ». Ou alors, à l'inverse, des gens me disent « Ah bah, j'ai porté plainte, mais je suis pas encore prête à divorcer, donc auprès du juge correctionnel, il n'y aura pas une cohérence totale entre quelqu'un qui porte plainte, mais qui reste à vivre sous le même toit que son potentiel agresseur ». Donc, la vision de l'avocat est une vision,
on va dire, très pragmatique, dans le dur, et qui est corrélé à l'appréhension de la justice, qui ne voit pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais qui voit noir ou blanc. Voilà. Donc, il va falloir, dès que quelqu'un va voir un avocat, on va agir dans le sens d'une procédure qui va permettre de mettre au grand jour ce contexte de violence conjugale que précisément la personne a voulu pendant un certain temps cacher au sein de sa sphère professionnelle. Mais donc, j'entends dans ce que tu dis, Marianne, et c'est très intéressant, c'est que dans des contextes très particuliers, j'imagine des contextes caractérisés par un danger suffisamment substantiel, eh bien, tu serais susceptible de partager cette information, etc. Maintenant, je reviens alors sur ce que disait Philippe, parce que vous avez posé beaucoup de questions et très, très intéressantes. Est-ce que je peux t'interrompre un petit instant? Je t'en prie. Oui, en cas extrême, évidemment, et Dieu merci, enfin, on avait déjà l'habitude de le faire pour les enfants, les signalements. C'est un peu méconnu, malheureusement, pour les femmes victimes de violences. Mais oui, en cas extrême, je peux être amenée à le faire, même si c'est pas mon axe privilégié. Mais au-delà de ça, je suis totalement prête à répondre à une réquisition judiciaire ou à une ordonnance de commission d'experts. Et là, je suis relevée du secret médical. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, la question du consentement de l'intéressé est sème dans toutes votre questions, dans toutes les questions du chat, l'Abdoun, Sfi, et vous avez tout à fait raison. La question majeure est la suivante, et ça, c'est une question dont moi, je me départis en tant qu'avocate. C'est qu'à partir du moment où quelqu'un vous dit non, je ne veux pas apporter plainte, je rentre chez moi à la maison, je suis violentée, quelles que soient les manières, mais je rentre chez moi. Haute strate, et ça je vous le dis, et ça doit absolument vous interroger, quel que soit le type de professionnel que vous êtes, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus seulement de violence conjugale, on parle de violence intrafamiliale. Et depuis récemment 2022, ça je vous le mettrai aussi dans le chat, les victimes qu'on qualifiait à l'époque d'indirectes, c'est-à-dire des enfants qui assistent aux violences conjugales, mais qui ne sont pas forcément maltraités en tant que tels. Et tout ça, c'est des termes malheureux, mais on va qualifier juridiquement les faits. C'est-à-dire des enfants qui ne sont pas frappés, pas molestés, pas agressés sexuellement, pas agressés verbalement, etc. Eh bien, il suffit qu'ils assistent à des scènes de violence conjugale. Ils sont désormais considérés comme étant des victimes directes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pour rebondir sur sur ce que dit l'Abdoun dans le chat. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle, pour être strict, et vous avez raison de me le signaler, l'Abdoun, de partage d'informations à caractère secret avec information au préalable de l'intéressé. Mais on peut effectivement partager ce risque de se passer du consentement de l'intéressé si cette personne a des enfants. Alors, ce que je veux vous dire par là, pour rebondir sur ce commentaire, c'est que aujourd'hui, souvent, les violences conjugales, elles se tissent autour des enfants. C'est-à-dire, il y a un grand enjeu autour des enfants. Il y a les deux nerfs de la guerre, c'est l'argent et les enfants. Donc, soit vous avez une emprise économique au niveau des revenus, au niveau des papiers, ce genre de choses, soit vous avez une humiliation, une dégradation de la posture de la mère ou du père devant les enfants. Mais ça, c'est des deux grands récurrents qu'on retrouve très, très souvent. Eh bien, je vous dirais de manière peut-être un peu lapidaire, mais de manière générale, c'est qu'à partir du moment où vous êtes face à une personne qui vous dit à mi-mot qu'elle est victime de violence conjugale et qu'elle a des enfants et que ces enfants sont susceptibles d'être confrontés à ces violences intrafamiliales, c'est pas que vous pouvez vous passer du consentement de la personne, mais vous devez même vous passer du consentement de la personne. Voilà, vous devez. En tout cas, la loi vous y autorise. Donc, cette question du consentement, j'entends qu'elle est extrêmement sensible chez vous, tous professionnels confondus, surtout les professionnels astreints au secret médical ou au secret professionnel, mais c'est quelque chose qui mériterait, me semble-t-il, d'être vraiment interrogé dans le cadre notamment de groupes d'analyse de pratiques professionnelles, pas simplement type de profession par profession, mais plusieurs services qui parleraient entre elles de ces sujets-là. Sachant que, pour terminer sur cette question du consentement, c'est que si vous faites une information préoccupante, un signalement auprès du procureur de la République,
et que la personne est très, très, très énervée et pas du tout contente de ce que vous avez fait votre devoir. Il n'y a pas, comme vous posez la question, Sophie, il n'y a pas d'erreur d'appréciation. Alors, il pourrait y avoir une erreur d'appréciation dans un cas, mais vraiment, vraiment à la marge, si vous avez un conflit ouvert, quelques conflits d'intérêt que ce soit avec cette personne, que c'est connu au sein de l'entreprise et que le fait de signaler au procureur de la République un supposé contexte de violence conjugale, eh bien, que cette révélation soit en fait une sorte de manœuvre malveillante, diffamatoire ou etc. Mais il faudrait encore que la personne puisse le prouver. Mais sinon, vous êtes tout à fait en moyen de le faire et vous n'encourez aucune responsabilité, ni sur le plan pénal, ni sur le plan civil, ni même sur le plan professionnel. Vous ne risquez pas de mise à pied conservatoire ou que sais-je, ou de mesures disciplinaires. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile ce que je vous dis parce que je vous le dis de l'autre côté de la barrière et c'est un petit peu facile étant avocate, me chargeant directement de ces problématiques-là, mais je vois encore beaucoup trop de prévenance et j'ai vu malheureusement au cabinet trop de dossiers où on a eu des meurtres, des homicides sur le lieu du travail avec des situations qui étaient connues des collègues, des harcèlements constants, etc. Et avec des gars dont on disait « Oh, bah finalement, il est un peu jaloux, ton mec. Oh, bah c'est quand même un papa poule. On le voit avec les enfants à la sortie de l'école, etc. » Donc, vous voyez, autant de présupposés dont on s'empare parce qu'on n'ose pas, parce qu'on se dit c'est trop sensible, parce qu'on veut pas faire à la place de l'autre. Et j'en reviens, et j'en aurais terminé avec ça parce que, excusez-moi d'avoir été un peu longue, mais c'est très, très important. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un commissariat pour dénoncer des faits de violence conjugale, mais de violence conjugale relativement caractérisés et plutôt fréquents dans le temps, en tout cas qui durent depuis un certain temps, vous ne pouvez plus du tout déposer une main courante, du tout. Et dans ce cas-là, l'officier de police judiciaire, qui est beaucoup plus à l'aise avec ces questions-là, ou plus habilité, entre guillemets, que vous, dira, bah, écoutez, madame ou monsieur, moi, je prends ce que vous me dites, mais sous forme de plainte. Et je transmets au procureur de la République, que vous soyez d'accord ou que vous ne soyez pas d'accord. Voilà. Alors, effectivement, l'officier de police judiciaire ne pourra pas interdire à la personne de rentrer chez elle et de se retrouver sous le même toit que l'auteur de violences conjugales, mais elle pourra se passer du consentement de la personne. Ce que je veux vous dire, c'est que l'ère du temps à la fois législatif, judiciaire et professionnel va dans ce sens-là. Ce qui pose des difficultés en termes de limites entre la vie privée et la vie professionnelle. Mais en tout cas, sachez que les médecins du travail ou les assistants sociaux peuvent, en matière de signalement, se passer du consentement de la personne. Et c'est là que je vais rebondir sur ce que nous dit Ben Amara, qui est très, très, très intéressant. Et là, tu as toute l'attitude pour t'exprimer, Marianne. La grande difficulté des violences conjugales, elle est surtout que personne ne va parler spontanément de ses problèmes de couple. Et certainement pas dans la sphère du travail, où on risque de perdre son image sociale. Et là, je parle particulièrement, parfois, et on en parle peu, de femmes ou d'hommes victimes de violences conjugales qui ont un certain niveau socio-professionnel ou dans la hiérarchie ou qui ont un certain niveau de salaire, par exemple au-dessus de 2 500 €. Et c'est précisément ces personnes-là qui, a priori, auraient tous les moyens de se dépatouiller, de se sortir d'un contexte de violence conjugale parce qu'ils ont l'argent, ils peuvent trouver un logement sans passer par la case du service social, et ils peuvent trouver des psychologues, des avocats plus facilement, ils ont plus de réseaux, ils ont fait des études, etc. Eh bien, c'est tout à fait contre-intuitif. Ce sont souvent ces personnes-là qui vont avoir beaucoup sur le plan visible d'effets d'anxiété, de burn-out, ce genre de choses, mais qui cachent en fait une réalité sur le plan privé. Et tout ça pourquoi ? Pour rebondir sur ce que vous dites, Ben Amara, parce que ces personnes-là, jamais au grand jamais, ne voudront s'identifier en tant que victimes. Je donne un tout petit exemple et je te laisse tout de suite la parole, Marianne, pour que les gens entendent bien. On prend l'exemple d'une hôtesse de l'air chez Air France qui est victime de violences conjugales. Eh ben, elle a peur, même si c'est irrationnel, que si elle va voir son médecin du travail et que son médecin l'arrête pour ces questions-là, de perdre par exemple son badge de vol. Et il y a plein de personnes, pour plein de raisons similaires,
seront très précautionneux à ne pas aller voir le médecin du travail, l'assistant social ou encore moins la DRH, parce qu'ils ont peur que les révélations qu'ils vont faire vont avoir un impact sur leur vie professionnelle, sur leur avancée, sur leur évolution, sur l'évaluation annuelle, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut faire, Marianne, dans ces cas qui sont des cas majoritaires, où non seulement les gens ne parlent pas, mais quand ils parlent, ne veulent surtout pas se faire accoler l'étiquette de victime? Eh ben, c'est très compliqué, Judith. Alors, je te rejoins complètement sur cette question-là parce que c'est vrai que c'est parfois méconnu, même si je pense que le public ici est au courant des statistiques, mais les violences conjugales, quel que soit le milieu socio-éducatif, socio-professionnel, c'est la même prévalence. Il y en a partout, autant pareil. Quand on est sur des personnes qui sont sur des jobs en situation de responsabilité, qui ont fait des études supérieures, qui ont une certaine position sociale, le contrôle social est très, très important. Et comme le disait Judith Trincart tout à l'heure, elles sont en mesure de développer des conduites de masquage extrêmement élaborées pour ne surtout rien montrer de ce qui se passe dans le couple. Alors, dépister ce type de situation, c'est compliqué. Alors, déjà, il faut voir que quand on est médecin du travail et qu'on reçoit des cadres dirigeants, etc., généralement, ils ont surtout l'impression qu'ils viennent perdre leur temps chez nous. Donc, on part déjà avec un point un peu négatif. Il faut réussir à rentrer dans le sujet et puis à établir le lien de confiance. Et une fois qu'on a fait ça, c'est des gens qui sont déjà assez fermés, ils n'ont pas envie de parler, c'est très, 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 très compliqué d'aller ouvrir la porte, de trouver la petite serrure rikiki qui va permettre de se faire une idée assez claire de ce qui se passe en vrai pour eux. Alors, le prisme d'approche privilégié, bien entendu, c'est déjà comment ça se passe au travail. Et toute l'évaluation de ce qu'on appelle les risques psychosociaux, hein, selon les grandes familles de risques qui ont été théorisées par Michel Golac. Et à chaque fois, ça permet de gratter un peu, parce que forcément, il y a un truc où c'est pas parfait. Ça, c'est évident. Bon, après, être exposé à un risque ne rend pas forcément malade, Dieu merci. Mais la petite question qui est hyper, hyper bien, c'est votre conjoint, il vous soutient? Et ça aide énormément, parce que ça permet d'ouvrir la porte sur la sphère privée. Même si j'ai beaucoup de confrères qui vous diront que la sphère privée ne regarde pas le médecin du travail, je pense qu'on est un être entier, à la fois sur son côté pro et sur son côté perso, et que tout ça est quand même très intriqué et pas du tout bien compartimenté. Encore plus avec le télétravail ces dernières années. D'accord. Ok. Et alors, alors je viens de vous transmettre dans le chat le lien vers le site de l'association Mémoire Traumatique, qui est présidée par le docteur Muriel Salmona, dont vous avez certainement entendu parler, et donc dont le docteur Judith Trincart est la secrétaire. Vous y trouverez une mine d'informations précisément pour mieux comprendre les manifestations de la mémoire traumatique. Et je me permets d'en donner une, et sous ton contrôle, bien sûr, Marianne, mais c'est une image que j'aime bien donner aux clients qui viennent me voir et qui sont souvent dans un état de grande ou légère confusion, parce qu'effectivement, un avocat, quelle question il va poser? Est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avez des pièces? Est-ce que vous avez porté plainte? Est-ce que vous avez un certificat médical? Est-ce que vous en avez parlé au médecin du travail? Et ça, évidemment, le problème des pièces, c'est souvent c'est la question de la preuve en droit. Et pour nous, avocats, elle est essentielle. Alors, quand il n'y a pas de pièces, j'explique aux personnes d'engager ce qu'on appelle une politique des petits pas. C'est-à-dire de commencer à réunir les pièces qui sont intéressantes, qu'ils peuvent avoir chez eux. Quand il y a des coups, de prendre des photos, bien sûr, d'aller voir leur médecin traitant, de commencer en tout cas quelques démarches, d'en parler à leur assistante sociale. Encore une fois, je le rappelle que l'assistance sociale est couvert, que tous leurs échanges sont couverts par le secret professionnel. Et pour leur faire prendre conscience, et c'est là que je parle sous ton contrôle, Marianne, des abus qu'ils peuvent subir, j'explique que souvent la mémoire traumatique, elle se structure autour de la répétition, et que souvent, plus on prend de coups, plus on supporte. Et je prends l'image du boxeur. Alors, je pense que vous n'aurez pas de mal à imaginer Rocky Balboa sur le ring de boxe. Il monte avec son coach,
et il est face à un gars, un boxeur beaucoup plus grand que lui, et le boxeur va frapper, frapper, frapper. Et là, vous voyez souvent le boxeur qui est à terre. Alors, il a ses coachs derrière qui lui disent « Allez, remonte, remonte, remonte sur le ring ». Et vous avez la personne qui est un petit peu sidérée, comme ça, qui ne sait pas trop où elle en est. Et elle se remet debout. Elle ne sait pas trop comment elle se remet debout, mais elle se remet debout. Et c'est un phénomène qu'un psychiatre m'avait expliqué, que le boxeur, plus il reçoit des coups, plus il encaisse les coups, plus il est capable au prochain match d'encaisser encore plus. C'est-à-dire que le niveau d'acceptation est concomitant au niveau de dissociation. Plus je prends des coups, plus je vais supporter la douleur, mais d'une autre manière, notamment par exemple en surinvestissant au niveau professionnel. Et quand je donne cette image du boxeur, alors souvent, mes clients sont assez saisis, trouvent l'image intéressante, parce qu'ils se disent, mais en fait, c'est vrai, quoi. Je prends des coups de quelque ordre que ce soit, physique ou psychique, je supporte, et précisément, je crée à l'intérieur de moi une dynamique qui fait que je surcompense par ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de cette image, Marianne ? Tu as le droit de dire qu'elle ne te semble pas juste. Non, je trouve que ton idée, enfin ton image, au contraire, est très, très intéressante. Et s'il n'y a pas de droit d'auteur, je la reprendrai bien à mon compte. Moi, les personnes que je reçois parce qu'elles ne vont pas bien, parce que ça arrive, hein, des gens qui savent qu'ils peuvent venir voir leur médecin du travail quand il y a une problématique importante, je les vois à un moment où, justement, ils vacillent. Et c'est le bon moment, moi, pour leur faire un petit pas de côté et essayer de leur proposer d'envisager leur situation, mais vue de l'extérieur. Et alors, ça vient souvent en fin de consultation, on a déjà parlé pendant trois quarts d'heure, 1 heure quand je dis ça, mais je leur pose souvent la question, mais et si c'était à votre meilleur ami que ça arrivait, qu'est-ce que vous lui conseilleriez ? Et cette petite prise de recul, bien souvent, leur permet de se rendre compte, en fait, de ce qui se passe et de l'ampleur des choses. Bon, avant, je leur ai démonté le mécanisme d'emprise, je leur ai expliqué tout un tas de trucs, j'ai beaucoup parlé, mais voilà, moi, c'est mon petit truc à moi. Ok, très bien, très bien, très bien. J'aime bien moi aussi l'image, je te la prends aussi, du pas de côté. Moi aussi, il y a une autre image que je prends. Je dis à mes clients, si on faisait une sorte de storytelling un peu à l'américaine, si on racontait l'histoire d'une autre manière, qu'est-ce que vous diriez si vous étiez le scénariste et en dehors? Alors souvent, les gens, ils se disent, bah voilà, je leur dis, écoutez, on va envisager un scénario A, B, C, et on va prendre la solution qui est la plus avantageuse pour vous. Benamara, vous posez une autre question qui est très très importante, c'est les violences psychologiques, parce que toutes les violences physiques commencent inévitablement par des violences psychologiques. Vous n'avez jamais une première claque qui part sans qu'il y ait eu des mots ou de la vulgarité qui se soient installés dans le couple ou des humiliations. Quelle preuve on peut avoir? Alors bien évidemment, vous avez la preuve au pénal qui est légale, qui est d'enregistrer. Alors, même si l'autre n'est pas d'accord, mais si c'est suffisamment explicite et que vous n'avez pas poussé, entre guillemets, votre conjoint, eh bien, on peut tout à fait enregistrer, faire des audios ou ou même faire des vidéos en l'absence, bien évidemment, du consentement de l'auteur des violences psychologiques. Mais là où votre question est intéressante, Benamara, est-ce que toi, Marianne, en tant que médecin du travail, tu serais susceptible de faire un certificat annexe à celle d'un classique d'un médecin du travail et qui, à l'instar de celle d'un médecin traitant, puisque tu recueilles cette parole, si elle arrive, où tu expliciterais noir sur blanc tous les visages de ces violences psychologiques. Madame me dit que son mari l'insulte de telle manière, madame me précise que, etc. Est-ce que tu serais susceptible de faire ce genre de... Alors moi, à la demande d'une salariée qui me poserait ce genre de... Enfin, qui me ferait ce genre de demande, oui, je le ferais. Mais je pense que je suis un cas un petit peu particulier. Je le ferai parce que je sais le faire, parce que j'ai appris à le faire de par ma formation de médecin légiste. Quand je reçois des personnes, je note dans le dossier médical ce qu'ils me disent. Donc, toujours en style direct, entre guillemets, ça me permet de pas fausser, de pas interpréter, de pas reformuler. Et c'est avec les silences, avec les incohérences, avec, juste ce qu'ils m'ont dit. Ça, c'est une formation de légiste, c'est pas une formation de médecin du travail.
De facto, je suis très à l'aise si une salariée vient me voir en me disant finalement, docteur, j'ai déposé plainte. Est-ce que vous voulez bien faire un certificat qui reprenne la teneur de nos échanges? Bah oui, bien sûr, évidemment, je lui fais. Bien sûr. Ok, merci Marianne. Sachez, je rajoute sur ce que tu viens de dire, que les assistants sociaux, les RH, peuvent produire aussi des attestations dans un style direct, factuel, où ils rapportent les paroles des personnes qu'elles ont reçues, mais vous pouvez le faire, et même dans certains cas, vous devez le faire. Et sachez que au judiciaire, eh bien, ce sont des éléments de preuve qui sont particulièrement repris par le magistrat, sachant que souvent les attestations qui viennent de la sphère familiale sont moins prises au sérieux, c'est-à-dire pour argent comptant, que celles qui viennent de la sphère professionnelle. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous faites partie des services ou des collègues de personnes victimes de violences conjugales, vous pouvez absolument ne pas hésiter à faire ce type d'attestation. Alors, la seule difficulté, et ça je ne vous le cache pas, c'est qu'il n'est pas possible d'attester de manière anonyme. Ce n'est pas possible. Donc, bien évidemment, dans le cadre d'une procédure judiciaire, si vous attestez, eh bien, effectivement, vous savez, je pense comment ça se passe, d'avocat ou avocat, ou même s'il n'y a pas d'avocat en face, on doit transmettre nos pièces. C'est ce qu'on appelle le principe du contradictoire. À la partie défenderesse. C'est-à-dire que si nous, on est en demande, on est au soutien des intérêts de la personne victime de violence conjugale, donc l'autre personne est en défense, et donc il faut transmettre à la défense tous les éléments qu'on a dans le dossier. Et moi, j'ai rencontré de fait beaucoup de collègues, beaucoup en tout cas des tiers autour de ces procédures concernant la violence conjugale, qui m'ont dit, moi j'aurais bien voulu attester pour mon collègue ou ma collègue, ou des assistants sociaux, des RH ou des médecins du travail qui disent, moi j'aurais bien voulu, mais il m'est arrivé une fois où j'ai vu débouler dans mon bureau quelqu'un qui sortait de garde à vue ou de détention provisoire, qui m'a hurlé dessus parce qu'il avait vu que dans le dossier j'avais attesté, et forcément les gens certains professionnels ont un peu peur. Alors moi, du côté avocat, je vous dirais de ne pas avoir peur, parce que vos déclarations sont absolument essentielles à l'appréciation du magistrat pour juger d'une situation. Mais je peux tout à fait aussi comprendre que les risques, on parle justement malheureusement de l'anniversaire de la, si on peut appeler les choses comme ça, du meurtre terrible en pleine rue par un islamiste de Samuel Paty. Et on sait du professeur Samuel Paty, et on sait très bien qu'il y a certains métiers, tous les métiers de contact, comme vous le pratiquez, qui sont pour lesquels, de manière inhérente, vous avez une lame de fond qui peut être un petit peu dangereuse, parce que c'est un métier où vous êtes en contact avec le public et vous ne savez pas vraiment qui vous avez devant, qui vous avez face à vous. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que sur un plan théorique et même pratique, vous pouvez attester. Et n'hésitez pas à le faire, sauf si, évidemment, vous craignez des représailles, ce genre de choses. Et dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait accompagner le ou la salariée concernée au commissariat. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir porter plainte pour elle parce que c'est un droit intuitif personnel. Il n'y a que la personne elle-même qui peut porter plainte. Mais vous pourrez dire que de manière là anonymisée, face à l'officier de police judiciaire ou gendarme, que vous accompagnez monsieur un tel ou madame un tel, et que vous faites partie du service social. Et ça, il pourra transmettre cette information informelle au procureur de la République sans que ce soit visé au dossier. Donc, à maxima, n'hésitez pas à tester. À minima, n'hésitez pas à accompagner. Alors maintenant, on arrive vers la fin de ce webinaire, Marianne. On va ouvrir le champ et on va poser la question. Donc, on a surtout, on a beaucoup parlé du secret médical, du secret professionnel, des signaux, de la manière dont on aborde un entretien avec la personne. Et c'est très important parce que vous êtes une grande majorité d'assistants sociaux à assister à ce webinaire. Maintenant, on va s'emparer du droit qui est assez clair et on va essayer de se poser la question, qu'est-ce qu'une entreprise peut faire d'autre que de faire des guides, des posters, de faire de la formation, de la sensibilisation sur ces questions éminemment délicates. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que en matière de droit du travail, c'est l'article 4121-1 du Code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En quelques mots, c'est-à-dire que l'employeur est astreint à ce qu'on appelle dans notre jargon et dans la jurisprudence constante, à une obligation de sécurité de résultat.
C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas dire « Ah bon, j'ai fait tout ce qui était en mon possible », c'est-à-dire obligation de moyens, mais ça n'a pas marché. L'employeur a, sur tout ce qui concerne la sécurité physique et psychique des salariés, une obligation de résultat. Et il faut savoir que depuis un arrêt, depuis maintenant 10 ans, 20 ans, un arrêt de la Cour de cassation de 2002, ce principe de cette obligation de sécurité de résultat est venu s'ajouter un autre principe et qui va là nous intéresser dans le cadre de l'appréhension des violences conjugales dans la sphère professionnelle, qui est un principe général de prévention. C'est-à-dire que l'employeur a une obligation de prévention et derrière cette obligation de prévention, on a aussi donc une obligation de formation ou de sensibilisation. Et ce principe de prévention est qualifié d'obligation de sécurité de résultat au même titre que la protection de la santé physique ou psychique des salariés. Et si cette prévention n'est pas respectée, eh bien, l'employeur peut être notamment traîné au prud'homme pour faute inexcusable lorsque l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Alors, pour terminer, parce que je ne suis pas là pour vous faire un cours de droit, cette obligation, elle ne concerne que les risques auxquels le salarié peut être exposé au travail, quand bien même le risque n'émanerait pas forcément de la relation avec des collègues de travail ou avec la hiérarchie. Donc, cette obligation de sécurité de résultat, bien évidemment, elle n'est pas applicable aux faits de violence perpétrés en dehors du lieu de travail, sauf si, et là c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est parfois le cas dans beaucoup de structures, où vous avez un couple, auteur et victime de violences conjugales, qui travaillent sur le même lieu de... C'est-à-dire qu'un employeur qui a connaissance de faits qui relèvent de la vie privée d'un couple, mais qui sont tous les deux salariés, et ça a un impact sur ce qu'on appelle l'organisation du service, et bien même si ça relève de leurs propres problématiques, l'employeur ne peut être indifférent à ces questions-là. Et là, ça concerne vraiment la sphère du travail. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que effectivement, toutes ces questions-là de violence conjugale, ça n'est pas du tout la responsabilité de l'employeur. Par contre, l'employeur a une obligation de prévention que j'imagine beaucoup d'entre vous ici présents respectent au sein de l'entreprise. En tout cas, vous avez des campagnes de prévention, de sensibilisation contre les violences conjugales. Maintenant, la question pas très politiquement correcte que je vais poser maintenant, c'est que tout ça, c'est très bien et c'est extrêmement important d'agir sur cette question qui est éminemment sociétale et qui a beaucoup donc de conséquences sur la sphère du travail. Parce que je le répète, et peut-être je le dis parce que je ne l'ai peut-être pas dit en introduction, c'est que les violences conjugales, elles n'ont pas simplement des conséquences sur le ou la salariée concernée, elles ont des conséquences sur sa famille, elles ont des conséquences sur tous ses collègues de travail qui assistent à ça et qui souvent sont démunis et ne savent pas comment réagir. Ils ont des conséquences sur le fonctionnement du service de manière générale, à cause des absentéismes, des retards, etc. Ils ont des conséquences financières importantes en termes de productivité et parfois en termes de coût du licenciement ou du burn-out qui peut être dû soit exclusivement à un contexte de violence conjugale, soit aussi à un contexte de violence conjugale. Donc, maintenant, comment est-ce qu'une entreprise peut s'engager sur ces questions-là qui, à la limite de la frontière donc du privé et du public pour agir de manière concrète. Alors, il y a beaucoup de grandes entreprises, et après, je te redonne la parole tout de suite, Marianne, qui vont intégrer cette notion de contexte de violence conjugale, sachant qu'elle est hors la loi, dans des accords égalité hommes-femmes, ou dans des accords d'entreprise, ou en créant une fondation d'entreprise, comme c'est le cas chez Kering, chez Orange, chez PSA, ou en soutenant des ONG, ou en remettant des prix à des entrepreneurs sociaux, ou en actualisant des guides relatifs à ces questions-là, ou à l'égalité professionnelle, ou dans le cadre du plan santé au travail, qui doit prendre en compte les violences conjugales, dans le cadre d'information, de sensibilisation, d'accompagnement, notamment pour ouvrir le droit aux victimes qui sont sous ordonnance de protection. Je vous ai mis un modèle dans les documents. Mais tout ça concrètement, c'est très important et ça a son poids. Mais on constate
que ces questions, en tout cas ces contextes de violence conjugale qui sont vécus par une femme sur 7, ce qui est quand même une proportion assez énorme, eh bien, quand on fait le calcul à la fin de l'année des dossiers qui sont vraiment remontés aux assistants sociaux, aux médecins du travail ou RH, ben, c'est vraiment 10% de ce chiffre-là. Donc, comment tu expliques, Marianne, excuse-moi d'avoir été un peu longue, mais c'était important, comment tu expliques que malgré les efforts, les obligations de prévention, la formation, la sensibilisation, les conférences qu'il peut y avoir sur ces sujets-là, la remontée de ces contextes de violence conjugale soit aussi peu ou pas prise en compte? Waouh, sacrée question. Je pense que le sujet reste un sujet tabou, qui fait peur, qui est compliqué à aborder pour les collègues qui se disent « tiens, il se passe peut-être un truc ». Ils ont peur de déstabiliser une relation, ce genre de choses. Moi, si j'ai... alors, en dehors de toutes les actions de sensibilisation qui vraiment sont bienvenues, plus on en parle, plus c'est facile d'en parler. Je suis pas une grande fan des guides pratiques, sauf si c'est pour avoir les numéros des associations d'aide aux victimes, mais des actions de sensibilisation, des conférences théâtralisées où on montre ce que c'est qu'une violence conjugale, on montre ce que c'est qu'un harcèlement, on s'arrête, on fait réfléchir la salle, puis de temps en temps on envoie 2-3 fondre en larmes, on les extrait et on dit « attends, on va bien, on va discuter dans un bureau ». Ça c'est très, très, très efficace. Et après, n'hésitez pas à orienter vers votre médecin du travail. Alors, nous, on demande, quand l'employeur oriente un salarié, de nous en donner le motif et de dire à l'employé pourquoi on demande à ce qu'il aille voir le médecin du travail. Une façon très simple de le faire, c'est, voilà, j'ai remarqué que tel salarié avait des difficultés de concentration, j'ai remarqué que tel salarié était souvent en arrêt de travail, j'ai remarqué que tel salarié avait ceci ou cela, je suis inquiète pour sa santé, ou je suis inquiet pour sa santé, j'ai cru comprendre qu'il se passait des choses compliquées dans sa sphère privée, voilà, vous vous mouillez pas trop, et vous envoyez, vous bottez aux touches au médecin du travail, quitte à lui passer un petit coup de fil en disant « écoutez, docteur, on est plusieurs à se poser la question des violences conjugales ». Nous, on a un prisme d'approche derrière. On peut accrocher la personne et on peut déjà commencer à en parler. Commencer à en parler, ça veut dire aussi commencer à orienter vers les associations d'aide aux victimes, prendre un avis juridique, un soutien psychologique et puis surtout évaluer le danger, l'imminence du danger, le niveau de... Voilà, le niveau d'exposition. Les expositions, c'est quelque chose qui nous parle. Et au-delà du fait qu'on peut avoir effectivement 2 salariés qui travaillent dans la même entreprise en étant conjoints, on a aussi des conjoints qui se privent pas pour venir mettre le bazar sur le lieu de travail. Donc oui, les violences conjugales, ça rentre dans l'entreprise et c'est vraiment un sujet à prendre en compte. Et tu dirais de quelle manière on peut le prendre en compte sans que ce soit trop cosmétique, quoi, trop... Alors, un truc qui marche aidant. Un truc qui marche très très bien, vraiment, c'est les conférences théâtralisées. Moi, j'ai assisté à une conférence théâtralisée qui était sur le harcèlement sexuel au travail. Donc voilà, mais on peut imaginer ça très bien sur construire quelque chose sur la violence conjugale. Et en fait, c'est des petites scénettes jouées par des comédiens professionnels avec quelqu'un qui va stopper la scénette en faisant réfléchir à la salle. Bah là, quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui se passe? D'après vous, on en est où? Qu'est-ce que vous avez vu comme différence, etc., etc. Ça permet aux personnes de voir et de leur ouvrir les yeux aussi. Alors, effectivement, il y a le danger qu'il y en ait 2-3 qui font dans l'arme, comme je disais tout à l'heure, et dans ce cas-là, il faut avoir du monde pour les extraire et aller discuter dans un bureau. Mais 1 sur 7, c'est énorme. Ça veut dire que dans une vacation de médecine du travail, on en a au moins 1 sur chaque demi-journée. Donc, voilà, statistiquement. Donc, oui, ça marche bien. Et puis derrière, c'est discuter, c'est les prises en charge pluridisciplinaires, c'est avoir un réseau, c'est avoir des interlocuteurs privilégiés. Voilà, moi, je fonctionne beaucoup avec les associations d'aide aux victimes qui sont vraiment des relais précieux en la matière. Et voilà, sur un plan très pratico-pratique. Non, mais c'est très, très, très intéressant, Marianne. Alors, je vais rajouter à ce que tu dis, parce que j'ai eu l'occasion, la chance, on m'a fait confiance, et vous me faites encore confiance d'intervenir dans de nombreuses structures privées publiques. Et ce que je trouve très intéressant, et je peux le poser vraiment comme une quasi-conclusion, c'est que ce qui marche le mieux, c'est quand les services eux-mêmes s'emparent du sujet à un niveau micro. C'est-à-dire que quand un service, par exemple un RH, un médecin du travail, un assistant social,
un manager s'empare de cette question, évidemment, il s'agit souvent de professionnels qui sont sensibilisés à cette question-là et qui vont travailler ensemble sur une question qu'ils ont à traiter, mais souvent chacun de leur côté, un petit peu comme au rugby, ils vont se renvoyer la balle en disant oui, mais c'est mon problème, mais c'est pas vraiment mon problème, etc. Et donc, moi, ce que je vous invite vraiment à faire, en tout cas, c'est le type d'action que je mène notamment en entreprise ou privé ou public, au-delà de la formation stricto sensu sur ces sujets-là, c'est d'animer des petits groupes de travail qui vont eux-mêmes, qui vont être des leaders, qui vont former d'autres leaders sur ces questions-là, c'est-à-dire qui vont être des gens qui vont être formés par un avocat et un autre professionnel, et j'espère bientôt avec toi, Marianne, sur ces questions-là, et de réfléchir ensemble, eu égard à leur entreprise, à leur structure spécifique, à leur culture d'entreprise, comment on peut appréhender cette question-là. Cette question des violences conjugales, vous l'appréhendez pas de la même manière que vous soyez à la Poste, chez Sanofi, chez Orange, chez Air France, au ministère des Armées, etc. Que vous travaillez chez Bouygues ou que vous travaillez au rectorat. C'est tout à fait différent. Et sans rentrer dans des présupposés type de profession par type de profession, force est d'admettre tout de même que vous avez aussi beaucoup de points qui tiennent à la culture d'entreprise. Et c'est ce verrou-là qu'il faut souvent dépasser. Et donc, ces petits groupes de travail sont particulièrement efficaces. Sur des questions un petit peu plus sensibles, à savoir, c'est pour ça que je vous ai mis le lien, vous avez un bon de consultation juridique gratuite dans l'onglet « Les documents » et vous avez aussi le lien vers la prise de rendez-vous en ligne au sein du cabinet. Vous avez des questions plus fines que posent Sophie et Ray, à savoir la problématique des victimes, parents qui fuient avec leurs enfants, qui ont peur de ce fameux délit abandon du domicile. Quelles démarches permettent de rassurer juridiquement le parent? Eh bien, je vous répondrai, Sophie, que ça c'est vraiment le point qui fonctionne le mieux pour une victime de violence conjugale, c'est qu'il faut extraire la personne du lieu d'emprise, de harcèlement et de violence. L'alpha et l'oméga, je dirais le nœud gordien de tout, c'est de quitter le domicile et de trouver rapidement un autre domicile. Et si l'entreprise peut faire quelque chose pour ces victimes de violence conjugale, c'est bien ça. C'est-à-dire de leur donner, et je sais que c'est le cas quasiment partout, mais vraiment de l'afficher de manière très nette, de leur donner une priorité. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, une femme qui va voir, une femme ou un homme qui va voir son assistant social et qui dit voilà, j'ai besoin d'un logement rapidement, ça devient intenable à la maison, j'en peux plus, qui dit les choses sans vraiment les dire et elle aimerait dire mais elle peut pas dire et elle a honte, etc. Elle veut pas non plus s'arrêter de travailler. Eh bien, l'assistant social va dire bah écoutez, je vais mettre en priorité votre dossier, mais ce sera à la prochaine commission, etc. Cette femme-là qui vient avec son problème de violence conjugale et qui vous demande de l'aide pour avoir un nouveau logement, eh ben, c'est pas la femme qui prendra ses enfants sous le bras pour aller dans un foyer d'urgence. Je ne vois quasiment jamais de femmes qui partent la nuit avec leurs enfants sous le bras pour aller dans un foyer. Je ne connais quasiment aucune femme qui veut se retrouver dans un foyer. C'est pour ça que me semble-t-il le lieu ressource pour une grande partie des victimes de violences conjugales est l'entreprise, parce que précisément l'entreprise permet d'avoir accès à un logement rapide. Et l'accès à un logement rapide, c'est une possibilité de sortir rapidement des lieux de l'agression. Mais tout de suite, ce qu'il faut faire immédiatement, c'est qu'il faut que l'assistant social dise ne vous contentez pas de sortir du logement, parce que l'auteur de violence conjugale peut revenir, peut venir vous traquer, vous chercher sur votre travail, sur votre nouveau logement. Contactez un avocat. Et avec un avocat, on pourra déposer ce qu'on appelle une ordonnance de protection ou porter plainte avec constitution de partie civile, demander un contrôle judiciaire, demander un éloignement du conjoint violent, etc. Et ça, c'est très, très important. Ce que je veux vous dire par là en conclusion, c'est que cette question des violences conjugales, c'est une question éminemment sociétale et elle nous intéresse tous, elle nous incombe tous. On ne peut pas s'en emparer. Excusez-moi. On ne peut pas s'en emparer de manière désinvolte. Il faut qu'on s'en empare avec des protocoles précis et il faut s'en emparer en travaillant tous ensemble, main dans la main. Et professionnels de tout ordre, les avocats, les médecins, les assistants sociaux, les RH, et réfléchir à une vision très pragmatique de prise en charge de ces problématiques. Et si au sein d'une entreprise, vous avez une prise en charge qui vous semble plus ou moins optimale à travers la prévention, la formation, la sensibilisation, mais que in concreto, on dit en droit, eh ben, il y a très peu de sujets qui vous sont ramenés, il faut vous poser des questions
sur l'efficacité, l'effectivité des procédures qui sont mises en place au sein de l'entreprise. Encore une fois, je le rappelle, il n'y a pas d'infraction légale de la part de l'entreprise qui ne mettrait pas en place tous ces types de prévention autour des violences conjugales. Sauf que on sait que les chiffres sont énormes. Une femme sur 7, et sans compter ces femmes sur 7, c'est tous les collègues de travail qui sont impactés, l'entreprise, etc. Et il faut savoir que moi, j'ai eu des cas très, très, très graves de femmes victimes de violences conjugales et que si les collègues avaient pu parler, si les gens s'étaient un petit peu désinhibés par rapport à ces questions, notamment de secret médical, de secret professionnel, eh ben, on a des situations qui auraient pu être prises en charge plus rapidement. Donc, n'hésitez pas, vous tous qui avez participé à ce webinaire, à prendre cette question-là vraiment à bras le corps, à en parler à vos collègues, à en parler sur le lieu de travail, à vous demander comment est-ce qu'on pourrait faire, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux. Moi, souvent en formation, je dis aux personnes qui sont là, je prêche pas du tout pour ma chapelle d'avocat. Plus on peut échapper à l'avocat, mieux c'est. Souvent, malheureusement, on a quand même besoin de l'avocat parce qu'il faut mettre en place une procédure de divorce, de séparation, une procédure pénale. Mais en amont, l'entreprise peut faire beaucoup. Et je dis souvent aux personnes au sein de l'entreprise, emparez-vous des cas qui ont bien marché et de ceux dont vous auriez voulu qu'ils marchent bien et dont la résolution ne s'est pas faite. C'est-à-dire de partir, et j'aime bien ce terme-là, d'une jurisprudence interne, de partir du terrain de l'entreprise, de dire voilà, sur un an, on a eu 30 cas. Sur ces 30 cas, voilà, on peut établir par exemple 10 portraits types de victimes de violences conjugales, à tel niveau de l'organigramme, comment ça s'est passé, comment on l'a traité, qui était le bon référent, etc. Et à terme, alors ça c'est dans un monde idéal, mais on n'en est pas si loin, et je terminerai là-dessus, de vraiment implémenter au sein des entreprises, et c'est d'ailleurs un des vœux du Grenelle des violences conjugales, des référents violences conjugales, comme vous avez des référents handicap, comme vous avez des référents harcèlement, des gens qui seraient sensibles à cette question-là et qui seraient susceptibles de faire une sorte de lanceur d'alerte, on va dire aussi discret que possible sur ces questions-là et qui seraient susceptibles de pouvoir former les collègues, en tout cas que la parole puisse se libérer autour de ces sujets-là. Voilà, Marianne, je te laisse le mot de la fin. Merci Judith. Eh bien, en fait, oui, moi j'aurais bien une belle histoire à vous raconter, mais ce serait juste un petit peu long. Mais sachez que la dernière affaire de violence conjugale que j'ai prise en charge en tant que médecin du travail pour une femme cadre de 45 ans, ingénieure dans une grosse boîte de conseil, est en train de se résoudre. On est en train d'en sortir par le haut après 1 an et demi de travail et de travail conjoint, de travail avec les RH, de travail avec l'assistante sociale, de travail avec son avocate. Et oui, ça y est, on en voit le bout. Donc vraiment, une prise en charge pluridisciplinaire, c'est essentiel. Et en termes de prévention primaire, eh bien, il faut que ce soit les mêmes acteurs qui réfléchissent ensemble à qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles sont les procédures qui marcheront au regard de l'expérience vécue, qu'est-ce qui a déjà marché pour pouvoir optimiser les parcours. Merci Marianne. Et je me permets, avant de conclure, de répondre quand même à quelques points sur le chat qui sont très importants afférents au logement. Déjà, partie positive, hors logement, Marie nous dit qu'elle est à son entreprise, qu'elle avait une salariée harcelée jusque sur son lieu de travail, qu'elle a donné au RH le document de témoignage officiel rempli à chaque fois que monsieur était vu sur le site. Et ça a fonctionné. Monsieur a été condamné grâce à tous ces témoignages de collègues. Merci pour votre témoignage, Marie, parce que voilà, ça démontre bien l'efficacité des attestations des collègues ou des services. Et vous dites toutes, Anna Diallo, Marie Pinon, voisin, que effectivement l'accès à un logement social, c'est pas un coup de baguette magique et ça se fait pas comme ça, bien sûr. Mais en tout cas, par exemple sur ce sujet-là, vous pouvez en faire un sujet prioritaire. Et si la personne ne veut ni aller en foyer et ne peut pas avoir accès à un logement, il faut impérativement qu'elle aille voir un avocat. Un avocat va lui expliquer exactement la marche à suivre pour quitter son domicile avec ses enfants sous le bras, sans que cela soit qualifié d'abandon de domicile. Il faut absolument trouver un point relais, retourner chez ses parents, retourner chez des amis, mais quitter le logement. Je vous le dis et je vous le redis, vraiment le switch
qui se produit dans l'esprit et dans le corps d'une personne, c'est véritablement de quitter le domicile. Parce que pour reprendre la belle expression de Marianne qui dit que dans ses entretiens, elle aide les gens à faire un pas de côté, ben moi je vous dis, vous professionnels, il faut aider les gens à faire un pas de côté physiquement parlant. C'est-à-dire il faut les aider à sortir de chez eux. Et ça, c'est vraiment une vision pragmatique de l'appréhension des violences conjugales pour lequel l'entreprise peut-être peut faire beaucoup plus qu'elle ne fait déjà, notamment en laissant un accès au niveau de son parc social à des victimes de violences conjugales en urgence ou ce genre de choses, etc. Mais en tout cas, ces questions sont très sensibles. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec un avocat. Vous avez mon mail, vous avez voilà, vous savez, pour celles et ceux qui le font souvent, je réponds aussi vite que possible. N'hésitez pas, faites attention dans l'orientation à la manière dont vous orientez les gens. Bien sûr, sauf il faut qu'il y ait un danger grave et imminent pour signaler auprès du procureur de la République un contexte de violence conjugale pour lequel la personne n'a pas donné son consentement. Mais je vous le répète, sachez que c'est possible et faites marcher, comme le dit la loi, et c'est la loi qui vous invite à le faire, votre conscience, c'est-à-dire votre intuition de professionnel dans l'appréhension de ces situations. Je vous remercie beaucoup de votre large présence. Marianne, je te remercie beaucoup. Je serai amenée avec Marianne et Judith Trincard à élaborer justement des programmes, soit sous angle grande conférence, formation, prévention, groupe d'analyse de pratiques professionnelles sur ces sujets-là parce qu'on me le demande de plus en plus. Donc, si vous souhaitez des informations en ce sens, je suis à votre disposition. N'hésitez pas. Voilà. Marianne, si tu as encore un petit mot à dire, avec plaisir. Sinon, on arrête là. Juste, merci beaucoup, Judith, de m'avoir invitée à participer à ce webinaire. C'est évidemment un sujet qui me tient à cœur et c'est un sujet qui est largement à traiter. Il faut s'en emparer absolument. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à la semaine prochaine. Je vais mettre ça en ligne très rapidement sur l'onglet webinaire du cabinet. Un autre webinaire passionnant avec le psychiatre Philippe Haïm qui a beaucoup écrit sur le harcèlement et ça relie un petit peu ce qu'on a évoqué aujourd'hui. C'est harcèlement au travail et dans la sphère familiale. Comment sortir du statut de victime auquel parfois on est assigné. Donc, on abordera à la fois beaucoup d'éléments de droit et de jurisprudence et aussi une vision, comme on l'a fait aujourd'hui, très pratico-pratique. Je te remercie beaucoup, Marianne, parce que tu nous as donné, comment dire, on a eu la sensation qu'on était avec toi dans ton bureau de médecin du travail. Merci beaucoup et bon après-midi à tous. Au revoir.